Bonjour tout le monde, j'accueille aujourd'hui au micro du podcast Alexia, dont l'histoire promet d'être passionnante. Tu vas nous parler d'entrepreneuriat, de ta vision de la vie et d'argent, ce sujet trop souvent tabou. Nous ferons d'ailleurs un zoom sur ton expérience de coaching budgétaire. Bonjour Alexia et bienvenue dans cette émission. Bonjour Xavier, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Première question, elle est très ouverte, tu la prends comme tu veux, tu mets en avant ce qui t'arrange. Je vais te demander tout simplement, même si c'est très compliqué, de te présenter. Alors, qu'est-ce qui m'arrange quand je me présente ? Tiens, je vais commencer avec le titre. Alors, donc moi, je suis coach pour entrepreneurs. Je suis coach, mais je suis aussi future strategist, prospectiviste. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'aide les créateurs d'entreprises et les dirigeants à sortir des sentiers battus, à amplifier leur impact et puis surtout à devenir des visionnaires et tant qu'à faire des visionnaires prospères. Et pour compléter un peu l'image, j'ai 44 ans. Je vis en couple, on a 2 jeunes enfants, quand je dis jeunes, c'est 10 ans et 7 ans, et on vit à Paris. Merci pour ce premier tour de piste. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel environnement tu as grandi, comment tu as commencé dans la vie professionnelle avant d'être coach et prospectiviste ? Alors, dans quel environnement j'ai grandi ? Écoute, moi je suis une pure Parisienne. Ah. Première génération de Parisiens. Donc j'ai grandi simplement, modestement, mais en ne manquant de rien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi j'ai grandi dans un appart de 70 mètres carrés, avec des parents qui dormaient dans le salon, mon grand frère qui avait sa chambre, moi qui avais ma chambre, et mes parents qui se serraient où ils pouvaient. On manquait de rien, mais on n'avait absolument pas de surplus. Tout ce qui était nécessaire, d'après les critères de mes parents, était à disposition. Mais c'était modeste dans le sens où le restaurant, on y allait très rarement, et puis c'était un restaurant où vraiment c'était bon. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à la maison. Les voyages, c'était des voyages simples, mais très chouettes. Voilà, donc c'était ce genre de vie. D'accord. Enfant, qu'est-ce que tu répondais à la question que veux-tu faire plus tard ? Je répondais, je vais être pilote de ligne. Ah, pilote de ligne. J'ai répondu ça jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que l'aviation civile ferme ses portes pendant une année pour cause de chômage des pilotes de ligne. Ah là là, 1997, sale année pour moi. Donc c'était vraiment un vrai projet, quoi. Comme beaucoup de choses à cette époque, ça tenait plus du rêve, du fantasme que du vrai projet. Ce que je voulais, c'était voyager, je voulais avoir un titre cool. Et pilote de ligne, quand tu es une femme en plus, moi ça me paraissait très très cool. Voilà. Et j'ai fini en fac de droit. Ah oui. Comment tu as opéré ce virage ? Écoute, c'était là aussi, je me suis dit, donc l'aviation civile, l'ENAC ne prend pas de nouveaux candidats. Que faire ? Ah tiens, tout le monde fait du droit, tiens, le droit ça mène à tout, donc je fais du droit. Ok, donc tes années fac ? Les années fac à Paris au début, j'ai adoré moi. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'était Erasmus, de pouvoir partir. Ah, j'imagine. Étudier à l'étranger. Quel bonheur, pas besoin d'être pilote de ligne pour aller à l'étranger finalement. Et alors tu es allé où ? Alors j'ai eu la chance d'aller en Irlande, à Dublin, pendant une année, à University College Dublin, et ça a été fantastique. C'était la vie de campus. Alors quand t'es parisienne et que t'étudies à la fac à Paris, t'es chez tes parents, quoi. Et même si c'est des parents formidables et tout le confort, il y a un moment, t'as pas envie du confort. Tu veux juste une vie d'étudiante. Donc ça, Erasmus, c'était formidable. Mais ça veut aussi dire tout d'un coup, tiens, en fait, papa, maman, ça coûte combien une année à l'étranger ? Oui. Donc ça, c'était très intéressant et c'était clair que j'avais le bug pour l'international. Et à mon retour d'Erasmus, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bossé encore plus dur et puis et je me suis arrangée pour aller finir mes études au Canada, à McGill. Ah, génial. Voilà. Et tu parlais déjà anglais correctement avant l'Irlande, après l'Irlande ? Alors moi, je suis un pur produit de l'école républicaine, donc je parlais anglais avec un mauvais accent, un accent bien, bien costaud, mais je parlais anglais parce que je savais que c'était essentiel. J'ai des parents qui sont très ouverts sur le monde et c'était clair dès le début pour nous que si tu veux accéder
au reste, enfin tout ce qui est au-delà de la France, il faut des langues. Pas le choix. Voilà, donc moi je lisais Jane Austen, j'écoutais des chansons en anglais et tant bien que mal je me débrouillais. Mais évidemment, rien de tel qu'une année en immersion en Irlande pour débloquer tout ça. Et le Canada? Et le Canada, c'était génial. Parce que c'était la fin de mes études, parce que je pensais que j'étais très grande à l'époque, euh, parce que c'était Montréal. Donc Montréal, c'est l'Amérique du Nord, mais la version complètement bohème, tranquille. Surtout à l'époque, je suis partie là-bas en septembre 2001. Il y avait des accords entre l'université de McGill, enfin le Québec, pardon, plus largement, et la France. Donc pour les étudiants, c'était très intéressant. Pour mes parents, ça voulait dire qu'aussi, il n'y avait pas de gros sacrifices financiers à faire. Je tiens à dire, parce que tu me posais la question tout à l'heure, je tiens à Oui. dire que mes parents, quand je te disais qu'ils nous offraient tout ce qui était important à leurs yeux, les études, notamment le double doctorat de mon frère, les études, ça faisait partie du package qu'ils voulaient absolument nous offrir. Voilà, donc on a eu ce grand luxe de ne jamais avoir à travailler pour financer nos études. On a pu se concentrer complètement sur nos études. Et mon frère a étudié en Allemagne, au Japon, en Suisse, moi en Canada, en Irlande, et voilà. Donc ça, c'était quand même royal. Mais c'est une stratégie que tu aimerais remettre en œuvre pour tes enfants, ça? Alors écoute, pour nos enfants, alors il faut que tu saches, et que les auditeurs sachent quand même, que j'ai rapporté un peu d'exotisme dans ma vie de famille. Moi, j'ai épousé un Sud-Africain, Ah, d'accord. rencontré au Canada. Enfin, ça, c'est pas drôle. Et donc on a deux cultures assez différentes. Lui, les Sud-Africains issus de Boer, c'est les boers, afrikaners comme on dit en français, donc protestants. L'argent, c'est un sujet très 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 sérieux. Moi, où c'était un sujet où juste, voilà quoi, c'est de l'argent. Et quand on a eu nos enfants, ces questions se sont posées. Et on en arrivait à la conclusion, tous les deux, qu'on voulait investir dans l'éducation de nos enfants dès leur maternelle, parce que c'est les années fondatrices. Et donc, on a offert à nos enfants ce que je considère être des écoles de luxe par le prix, mais aussi par le résultat. C'est-à-dire que c'est des écoles bilingues, des écoles alors qui ne sont pas juste Montessori, mais éducation nouvelle. Et je sais qu'on a beaucoup d'amis qui se marrent en nous entendant, mais voilà, on s'est dit que si on pouvait leur offrir des fondations, le reste, Ouais. ils verront. Si on peut leur offrir avec grand plaisir, j'adorerais pouvoir leur offrir ça. Si on peut pas, si on peut plus, je me dis qu'au moins les bases seront très solides. D'accord, mais vous avez commencé à investir très tôt sur le sujet. Pardon, je t'ai fait dévier. Donc après le Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Canada, je suis devenue officiellement avocate. J'ai passé le barreau du Québec. Et là, j'ai eu mon premier bureau, corner office with a view, dans la tour centrale de Montréal. J'avais la vue sur le Mont-Royal. Ah ouais. Oh là 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 là, j'avais des costumes, des tailleurs, des talons. C'était très inconfortable. Et puis avocate, ça en jette autant que pilote de ligne quasiment. Et puis Oui. voilà, c'est presque voilà, ça intellectuellement, un peu moins d'un point de vue scientifique, mais voilà. Donc moi, je m'en foutais moi-même plein la vue. J'étais très impressionnée par mon titre. J'avais un salaire qui tombait tous les 15 jours. Bon. Et puis voilà, une fois que l'excitation des débuts est passée, et c'était une vie évidemment très, très, très agréable matériellement, mais en fait, je voyais jamais la lumière du jour. Enfin, si, je la voyais depuis mon bureau, mais c'était tout. Et puis j'ai vite réalisé qu'on travaillait comme des malades, qu'on avait un rythme nord-américain, mais qu'on n'avait pas du tout des salaires nord-américains. Et, D'accord. et qu'on avait le même rythme que nos copains de Toronto ou de New York, mais qu'eux gagnaient 4-5 fois plus que nous. Et là, j'ai commencé à découvrir l'échelle de valeur. Je me suis dit, non mais attends, en fait, si je bosse autant et que je gagne X, alors que mes copains, eux, ils gagnent 5 fois 5X, il y a un petit problème dans l'équation. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Et puis, j'ai découvert les premières frustrations. On aurait bien aimé s'acheter un appart un petit peu sympathique dans la vieille ville de Montréal, mais malgré nos salaires qui tombaient tous les 15 jours, c'était juste pas possible. Enfin voilà, des petites frustrations d'enfant gâté. Je me suis découvert une âme d'enfant gâté.
Et puis en même temps, je voulais pas non plus mettre de l'argent dans un appart, je voulais voyager, je voulais être libre. Puis franchement, à nos âges, qui fout de l'argent dans un appart? C'est n'importe quoi. Et là, il y a toutes sortes de choses sur l'argent qui ont commencé à pou, 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 à apparaître. C'était très, voilà. Ah oui. Et je m'en rendais pas compte à l'époque. Donc voilà, beau salaire, grosse frustration, notamment financière, qui m'ont mené ensuite, 4 ans plus tard, à partir vers le marché londonien. Donc, tu as tenu 4 ans comme avocate à Montréal. J'ai tenu 4 ans comme avocate à Montréal, quand même, histoire de faire mes écoles, de Bien sûr, oui, me oui. lancer. Et puis Montréal reste une île super sympa et très difficile à quitter. Et mon copain à l'époque, mon mari maintenant, adorait Montréal. Donc lui, il n'avait aucune intention d'en partir. Ah oui, d'accord. Pourtant, tu lui as fait traverser l'Atlantique. Eh ben, un jour, les cabinets londoniens sont venus à Montréal faire des recrutements. Et c'est très, très dur de dire non à des cabinets londoniens. D'accord. Bon, donc là, c'était autre chose. Ah, mais là, alors, on te propose des salaires mirobolants, mirobolants, qui te semblent mirobolants depuis Montréal, Ouais. et puis surtout des fonctions très intéressantes, des pratiques, des industries. Enfin voilà, c'est la plateforme financière, hein, Londres, alors que Montréal, moi je faisais beaucoup de droit du commerce international. Partir de Montréal pour aller à Londres, ça voulait dire faire du droit de financement de projet. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai dit oui. Et puis, quelques jours après, j'en ai parlé à mon copain quand même en lui disant « Ah tiens, en fait, j'ai pris un job à Londres, je pars dans 3 mois. » Oui, voilà. Bon, c'est pas mon meilleur moment, mais J'imagine. il savait tellement nous vendre ça. Enfin, c'était mirobolant, en fait. Si cet épisode vous plaît, aidez-nous à faire connaître la chaîne pour inspirer plus de personnes. Pour cela, abonnez-vous au podcast, partagez-le, laissez des commentaires ou une évaluation 5 étoiles. Vous pouvez aussi naviguer sur www.financersavie.com et devenir membre gratuitement pour accéder à du contenu exclusif. Bon, donc t'as dit oui. J'ai dit oui. Et je suis arrivée à Londres, toute seule au début. Parce que mon Sud-Africain de copain, il lui fallait des visas, un job et évidemment plein d'autres choses pour venir. Et là, j'ai découvert que Londres, c'est pas Montréal. Londres, c'est très très cher. Et c'est pas le salaire qui tombe tous les 15 jours, mais c'est le loyer. Ah oui, d'accord. Et puis en fait, Londres, c'était passionnant. C'était passionnant parce que c'était une machine à laver, quoi, pour moi. J'étais dans l'un des 5 plus grands cabinets internationaux, donc ça, waouh. Là, à nouveau, je m'en foutais moi-même, plein la vue. Je comprends bien. Oh là là, j'étais dans ma tour, là, à Canary Wharf, au 45e étage. Dans cette tour, il y avait tout, du cireur de chaussures jusqu'à la piscine, la cantine. Tu n'avais jamais besoin de sortir de ton bureau, en fait. C'est fait exprès. Tu pouvais prendre ton black cab pour rentrer chez toi alors que tu habitais à 15 km, c'était payé par le client. Et puis un jour, la crise des subprimes nous est tombée dessus. Mm. Et les Lehman Brothers a fermé, nos voisins a fermé. Et le lendemain de la fermeture, dans mon immense cabinet, dans notre grande tour, on a une journée où les RH nous ont dit écoutez, demain, tout le monde à votre poste, restez à votre bureau et attendez de voir si le téléphone sonne. Et moi, mon téléphone a sonné. Il a sonné. Oh. Et je me suis retrouvée sans boulot à la fin de la journée. Ah oui. Et là, la machine à laver, tu vois, j'étais en mode rinçage 1600 tours. C'est quelque chose. Comment t'as réagi ? Très mal. Mais vraiment, tu vois, moi je suis langue entre les dents, première de la classe, oui madame, non madame, tout est fait, tout est carré. Et là, tout d'un coup, t'es licencié. T'as plus de boulot. Dans le monde de la finance, à Londres, en 2006-2007, t'es jeune avocate, t'es étrangère. Alors encore, à l'époque, c'était l'Union européenne, donc au moins je pouvais rester sur place, mais t'as pas de pôle emploi. T'as aucune indemnité, c'est-à-dire que j'étais licenciée le jour X, ils m'ont payé ce qui était dû jusqu'au jour X. Et d'accord, et le lendemain, voilà. Tu n'avais rien. Je crois qu'ils ont été grands seigneurs et que j'avais l'équivalent de ticket restaurant jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'était tout. C'était absolument tout. Et j'avais jamais vraiment épargné. Enfin, j'épargnotais, quoi, histoire de m'acheter des petits trucs sympas, un petit week-end, un petit voyage. Jamais j'avais pensé à épargner.
de faire quelque chose digne de ce nom. Donc là, je me suis retrouvée comme une gamine, effrayée. Enfin, c'était Bambi, en fait. J'étais là, Bambi prise dans les phares. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? J'avais jamais imaginé que quelque chose comme ça serait possible. Et je me suis sentie très désolée pour moi-même. Donc, heureusement que mes parents étaient là. Mais mes pauvres parents, c'était certainement pas à eux de payer mon loyer londonien, alors qu'ils avaient, oui, ils avaient aucune raison, mais ils étaient là pour m'aider. Donc, ça a été un vrai tremplin. Puis surtout, il fallait trouver du boulot rapidement. Et personne ne recrutait à cette époque-là. C'était assez terrifiant. Donc, je me suis retrouvée à Abu Dhabi, 5 mois plus tard. À Abu Dhabi. À Abu Dhabi, voilà, aux Émirats Arabes Unis, qui à l'époque, c'était le grand boom. Eux n'avaient pas encore ressenti les effets de la crise des subprimes. Et au contraire, la plateforme, tous les Émirats Arabes Unis étaient une manne à l'époque pour les cabinets d'avocats, surtout les anglo-saxons qui arrivaient tous là-bas, puis s'installer. Ça explosait en termes de chiffres. Alors au début, je faisais ma fine bouche en disant non mais ça fait qu'1 an et demi que je suis à Londres, je reste à Londres. Puis bon, au bout de 3-4 mois, j'ai arrêté de faire ma fine bouche et j'ai vu le côté aventure. Je me suis dit mais en fait, Pourquoi pas? ça va aller quoi. Pourquoi pas? Ça peut être qu'intéressant de toute façon. Et donc je suis partie Et ton là-bas. ami, il était à Londres, ton ami? Qui venait juste d'arriver à Londres. Ah oui, voilà, c'est ça. Et lui, il n'avait pas été viré, lui. Eh ben, on a eu beaucoup de chance. Il a pu me suivre, alors quasiment 1 an plus tard, parce que son cabinet d'avocat, il est aussi avocat, a ouvert un cabinet concurrent sur place. Voilà. Donc en fait, on s'est suivis comme ça, en faisant marcher la concurrence de nos grands cabinets. Génial. Et donc ça a été, on est resté 3 ans à Abu Dhabi. Et là, les quelques leçons, puisqu'on parle finance et argent, les quelques leçons que j'avais commencé à entrevoir à Londres, j'ai vite oublié. Parce qu'à Abu Dhabi, tu ne payes pas d'impôts. À Abu Dhabi, alors j'espère que je ne vais pas me faire d'ennemis ou vexer qui que ce soit en disant ça, mais tout passe par l'apparence. Dans un premier temps. C'est-à-dire que tu roules jamais avec une bagnole sale. D'ailleurs, tu te prendrais une amende. Il te faut une voiture rutilante, neuve, visiblement hors de prix, parce que sans ça, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu sois sapé de la tête aux pieds, tu sors d'un magazine. Oui, voilà. En fait, c'était très intéressant, très amusant de faire ça pendant 3 ans. Puis à un moment où tu te dis, bon, voilà. Belle expérience. Voilà, t'es comme un grand enfant. Très peu de en plus, on n'avait pas d'enfants à l'époque, donc vraiment, on avait qu'à faire joujou avec notre argent. Je ne peux pas le décrire autrement. Mais là, ça va, tu gagnais bien plus que ce que tu dépensais, là, les loyers étaient encore corrects? Alors non, les loyers sont hors de prix à Abu Dhabi à l'époque. Très cher. Donc là, voilà, on est en 2007, fin 2007, loyer hors de prix, à tel point que c'est l'employeur qui te sponsorise, qui te fait venir sur place, qui s'occupe de ton visa et tout, qui avance ton loyer, parce que là-bas, le loyer se paye en annuité. Voilà, non mais j'ai essayé des tas de formules, voilà. Ouais, à Londres c'est tous les 15 jours et là-bas c'est par année. Et là-bas et donc personne ne peut payer ça. Donc et puis à l'époque on pouvait pas être propriétaire si on était étranger, ça a changé depuis. Et donc c'était mon cabinet anglais qui m'avait financé mon loyer et j'étais partie avec un contrat d'expatriation donc c'était très confortable. Oui, bien sûr. Donc j'ai pu faire plein de voyages. Donc 3 ans à Abu Dhabi avec plein de voyages. Voilà. Et là, quand même, la belle vie. À part qu'il fallait tirer à 4 épingles tous les jours. Oui, alors ça, c'est très rigolo au début. Et puis à un moment, et tu te régales avec des super restos. Mais à un moment, là encore, enfant gâté, c'est très sympa. Mais à un moment, tu t'en lasses, quoi. Tu as juste envie d'une salade. Mais alors, tu peux le faire, bien sûr. Mais il y a ce côté, tout est tellement... plus grand que nature là-bas. Et encore, Abu Dhabi n'est pas Dubaï. Hein. Quand on allait les week-ends à Dubaï, c'est plus grand que... encore, voilà. Encore autre chose. Et puis, tu n'as que des amis qui... Tu vis entre expatriés, donc... Je sais pas, c'est un rythme... J'ai jamais connu ça ailleurs. Pourtant, j'ai été expatriée dans beaucoup de pays. Mais là, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Voilà. Ok.
Et là, quand même, on commence à se faire une épargne parce que comme on paye pas d'impôts, on a quand même la présence d'esprit. Puis là, on est trentenaire à l'époque. Enfin, mon homme, lui, il était bien plus mon homme, mon amoureux, mon mari d'ailleurs, parce qu'en partant à Abu Dhabi, on s'est rapidement mariés. On rigolait pas avec Bravo. ça là-bas. Merci, merci, mais c'était une condition imposée par mon employeur, donc c'était très romantique. Ah bon? Oui. À l'époque, on ne pouvait pas, et peut-être encore maintenant, tu peux pas vivre en couple Sans être marié. voilà, une femme ne peut pas vivre avec un homme qui n'est ni son père ni son frère s'ils ne sont pas mariés. Donc, on n'allait certainement pas causer des problèmes à mon employeur et on n'allait certainement Non, pas me causer des problèmes. Donc, non plus. et voilà, donc ça a été l'occasion de faire une très chouette fête et un très chouette mariage en Afrique du Sud. Voilà. Donc vous avez commencé à épargner, ton mari et toi. Voilà, mon mari, il avait déjà commencé. Lui, il faisait ça de son côté, pas comme sa folasse de copine. Mais pour moi, c'était une nouveauté. Après, vous êtes rentré en France où il y a encore eu. Et après, c'est lui son employeur lui a proposé un poste à Paris. Et à ma grande, moi j'étais mais comment ça Paris? Mais non, mais on n'a pas fini notre tour du monde là. Moi, j'envisageais plutôt l'Asie ou tu veux pas qu'on aille un peu en Afrique du Sud ou allons voir autre chose? Et non, il a eu une très jolie proposition pour Paris, donc on est parti pour Paris. D'accord. Et là, moi, ça a été l'occasion de changer un petit peu de métier. Donc, je suis restée dans les cabinets d'avocats, mais je me suis tournée vers le développement d'affaires, ce qui voulait dire que je suis devenue salariée. J'étais plus profession libérale. D'accord. Oui, parce que quand je parlais avant de salaire, il n'y a pas vraiment la même distinction qu'en France. Il faut savoir qu'en France, la plupart des avocats dans des grands cabinets ou dans des cabinets ne sont pas salariés. Ils touchent des rémunérations. Ils sont censés être indépendants, même si sous les apparences, ils ont l'air d'être salariés, mais non. Donc là, moi, pour la première fois, je devenais salariée d'un... Alors, c'était encore une structure anglo-saxonne, mais quand même, avec un contrat français. Et je découvre ce que c'est que la vie salariée à Paris, et ses avantages et ses déplaisirs. Tu es resté salarié encore longtemps parce que tu l'es plus aujourd'hui, sans tuer le suspense. Absolument. Non, je suis plus salariée depuis 2018. Je me suis mise à mon compte en 2018. Donc entre 2013 et 2018, c'est ça, j'étais en cabinet d'avocat, salariée. Et donc j'aurais épargné pour ma retraite en France pendant 5 ans en tant que salariée. Écoute, c'est 5 ans contre 43 nécessaires, c'est ça? Voilà. Donc tu vois, j'ai commencé assez tard. Donc, Xavier, on va travailler tard. Oui, de toute façon. D'où l'intérêt de faire quelque chose qui nous plaît. Absolument, c'est aussi ma logique. Alors donc depuis 2018, que fais-tu? Alors depuis 2018, donc je suis à mon compte. J'ai créé une SARL pour ceux que ça intéresse, le côté un peu technique, parce que j'accompagne donc des entrepreneurs. Au début, j'accompagnais juste des professions libérales, donc essentiellement des avocats. Et puis ça s'est très vite transformé, ça s'est élargi ce champ, cette cible, parce que les avocats que j'accompagnais, en fait, ils avaient en commun le fait d'avoir une âme d'entrepreneur. C'était pas juste des avocats qui avaient besoin de conseils pour leur pratique. Eux, c'était vraiment pour leur structure, leur cabinet, leur développement stratégique, leur mindset aussi. Et puis ils me présentaient leurs clients qui, eux, avaient des entreprises, étaient responsables de leur entreprise. Et donc, très rapidement, j'ai eu la chance d'avoir ce champ d'action qui s'élargit. Et à tel point qu'aujourd'hui, tu vois, en 2023, j'accompagne aussi bien des avocats que des musiciens, que des chirurgiens. Voilà. Donc tu les aides à développer leur activité, c'est ça? Alors, moi, c'est vraiment... Je travaille le mindset avec eux. Okay. Je ne m'occupe plus du développement d'affaires, même si j'en ai évidemment une bonne maîtrise. Moi, c'est vraiment le mindset de l'entrepreneur. Donc, typiquement, les personnes vont venir me voir soit quand ils lancent leur entreprise, ou alors quand ils sont en train de cranter, de passer un cap pendant une fusion-acquisition, ou quand ils sont en train d'installer une nouvelle branche, ou voilà. Et qu'ils sentent que c'est un petit peu tendu, ils sentent que ça risque d'être difficile, et ils ont besoin d'avoir une épaule. Quelqu'un qui... voilà. C'est pas au conjoint, à la conjointe, c'est pas aux amis qui sont certes très bienveillants, mais c'est pas leur métier de faire ça. Et puis ils connaissent pas forcément l'industrie, le métier, ou juste, que je connais pas forcément non plus d'ailleurs. Mais je sais ce que c'est que le quotidien d'un entrepreneur. Donc c'est là où je peux les aider à garder le cap, à être très clair sur la boussole, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, la vision, et je les aide à faire ça, à réaliser ça.
sans s'y perdre. Et quand tu t'es lancé, donc tu n'as pas eu peur d'avoir des revenus qui chutent, des revenus qui soient irréguliers, d'avoir des incertitudes à ce sujet qui t'empêchent de dormir? Alors écoute, non, je l'ai fait parce que, en fait, l'idée s'est mise en place, enfin la petite graine a été plantée en 2016. J'étais à l'époque enceinte de notre deuxième enfant. Et pour moi, c'était très clair, mais vraiment, c'était une certitude que c'était fini la vie de salarié. J'avais eu beaucoup de chance, j'ai travaillé dans des très beaux cabinets, mais dans une petite boîte où on te demande d'être assez monotâche, alors que j'avais quand même un très joli rôle. En plus, j'ai un cerveau qui n'est pas du tout monotâche. C'était plus possible. Et j'ai pas cherché, alors que j'ai aucun problème à aller chercher du travail ailleurs quand ça me convient plus, mais là c'était pas ça. C'était juste, j'avais passé un cap et j'étais prête à être responsable de ma carrière et responsable de la direction que je prenais. Et donc non, c'était juste une évidence. À un moment, j'ai annoncé la couleur à tout le monde en disant bon ben voilà, moi en fait, là au mois de septembre, je vais partir et je monte ma boîte. Et je me souviens de mes parents alors que mon père a été à son compte, en plus. Et que voilà, pour moi, c'était un peu cette image en me disant ah mais il est tellement libre, il aime tellement ce qu'il fait, être passionné comme ça, jamais il arrêtera de travailler parce que son travail c'est comme de l'air quoi, qu'il respire, c'est tellement beau, moi aussi je veux ça. Et quand j'ai annoncé ça à mon père, il était là mais ça va pas, on n'arrête pas le métier d'avocate. Papa, je suis plus avocate depuis quelques années. Oui, non mais tu as un titre, tu viens juste d'avoir un deuxième enfant, vous venez d'acheter un appartement, et c'était la réaction normale de quelqu'un qui veut protéger. Probablement, bien sûr. Bah oui, Voilà. bien sûr. Non, moi c'était sans peur, c'était juste. En plus, Pôle Emploi. Enfin, j'ai quand même que ça soit très clair, j'ai négocié une rupture conventionnelle, et pour avoir vraiment bourlingué dans d'autres pays, je sais que c'est un luxe incroyable qu'on a ici de pouvoir faire ça. Donc, j'ai activé l'option luxe. Et grâce à Pôle Emploi, grâce à mon ancien employeur qui m'a permis de faire ça, j'ai eu le filet de sécurité qui faisait que j'étais très apaisée les 18 premiers mois. C'était, il y avait qu'à. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, tu as eu recours toi-même à un accompagnement, notamment d'un coach budgétaire. Tout à fait, je te le confirme. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi d'abord ? Alors, le coach budgétaire, c'est quelque chose de très récent dans ma vie, et même j'ai envie de te dire dans nos vies, parce que c'est quelque chose que mon mari et moi on a décidé de faire il y a exactement un an, en juin 2022. Donc, moi, mon mindset avec l'argent, et en tant que coach, j'en rougis un petit peu, mais je me dois d'être honnête, c'était on s'est toujours débrouillé, ça va aller. On fait partie des chanceux, on n'a pas à se plaindre, on va se débrouiller. Alors, en effet, on s'est toujours débrouillé. On a pu acheter un appartement à Paris. On a deux enfants qu'on envoie, comme je te le disais tout à l'heure, dans des écoles qui coûtent un bras. On a une nounou. Enfin, il y avait des tas de choses qu'il fallait payer. Et on sortait. Enfin, on était en mode PME. Et ça allait, puisque comme ça tombait tous les mois, ça pouvait sortir tous les mois. C'était à peu près la seule stratégie qu'on avait financière. Et puis mon mari s'est mis à son compte aussi. Et puis en juin 2022, mon mari a un gros pépin de santé. Et là, on découvre ce que c'est qu'avoir un gros caillou dans la chaussure ou un gros grain de sable dans l'engrenage. Parce que certes, il a des assurances, mais on avait pris des assurances tous les deux en mode tout va bien, on est dans la quarantaine, jamais on sera malade. Donc c'est des assurances qui s'activaient, qui nous permettaient d'avoir un relais dans ses revenus 1 an après la déclaration de la maladie. Donc autrement dit, ça nous était absolument pas utile. Oui. Et la réaction de mon mari, en fait, a été de dire, puisque c'est comme ça, moi, je peux pas bosser pendant plusieurs mois, les écoles, on arrête, toutes les dépenses, on arrête, on se contracte. Et en fait, moi, j'ai une réaction complètement opposée en disant, mais absolument pas, on peut pas la moindre petit désagrément, c'est sérieux, tout changer parce qu'on n'a pas été assez vigilant et assez intelligent pour faire ça. Et en fait, ce qu'on a découvert là, tous les deux, parce qu'on chacun s'est cristallisé dans ces postures-là, et on a traversé des semaines vraiment difficiles en tant que couple. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas des semaines difficiles, ça faisait des mois qu'on
tous les deux qu'on se prenait un peu le museau ici et là, et on s'entend vraiment très bien. On se connaît depuis tellement longtemps. On se parle très facilement, et il y avait quand même un relent de quelque chose qui n'allait pas, Il y avait un quelque truc chose. un peu Ouais. nauséabond. Et à un moment, il a fallu que je fasse de l'auto-coaching et que je réalise qu'en fait, on était chacun repartis à des extrêmes. Lui voilà quoi, on serre, on arrête tout, attention, alerte rouge. Et moi en disant non, mais tout ira bien, on fait partie des chanceux, on n'arrête rien, on se débrouillera. Mais seulement, on était sur deux routes complètement parallèles et qui se recoupaient, enfin même tellement éloignées l'une de l'autre qu'elles se recoupaient absolument pas. Ça se rejoignait pas. Oui, ça se rejoignait pas, et quand ça se rejoignait, ça faisait des étincelles. Et là, je me suis dit: «Mince, là, en fait, j'étais inquiète pour notre couple. C'était à ce point-là, plus que pour l'argent, vraiment pour notre couple. Je comprends. Et je me suis dit: «Bon, ce qu'il nous faudrait, là, c'est un bon coaching de couple». Et puis en creusant, en parlant avec quelques amis coachs, je me suis dit: «Tiens, mais en fait, quand même, notre sujet, il est pas très excitant en tant que couple. C'est quand même l'argent, hein, notre sujet qui revient toujours». Et j'ai découvert le coaching budgétaire en France. Je connaissais l'existence aux États-Unis, mais ça m'intéressait pas, en me disant: «Oh il parle en dollars, en investissement sur d'autres marchés, du coup ça c'est pas bon pour nous». Et en fait, nous, ce qu'il nous fallait, c'était un bon coup de pied aux fesses, d'ouvrir la boîte de Pandore et de regarder exactement ce qui se passait sur nos comptes ensemble, ce qu'on était incapables de faire. Et le comble, c'est que moi, ma boîte, je la tiens, mais méticuleusement. Je fais extrêmement attention à ce qui se passe avec mon entreprise. Enfin, voilà. Et par contre, pour mes comptes perso, c'était toujours, je rustinais, en fait. Je posais des rustines partout, partout, partout. Et ça tenait. Oui, ça tenait, c'est ça. Mais donc l'idée, si je comprends bien, ça a été de trouver un accord sur quelle relation on a, le couple, avec l'argent, quoi. Parce que vous aviez Oui, chacun la vôtre qui était pas la même, et tant que tout allait bien, ça se voyait pas trop, et c'est c'est ça. quand ça a commencé à être difficile que là, il a fallu s'harmoniser, quoi. Exactement, exactement. Surtout que ça créait des fissures dans notre couple, hein, donc c'était un sujet de stress, d'engueulade. Puis une fois que tu commences avec l'argent, mais l'argent, il y en a dans tous les sujets quasiment. Donc Oui, tout peut être argent, hein, voilà, oui, si tu vas faire les courses, tiens, pourquoi t'as été chez ce poissonnier, et alors je dis: «Ah mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas ça notre quotidien». Du coup, tout devenait stressant, tout devenait énervant. Moi je l'énervais, et je devenais encore plus dépensière. Enfin, je devenais dépensière, je l'ai jamais vraiment été, mais voilà, du coup, juste histoire de, enfin, comme une adolescente rebelle, oui, en lui, réaction, ouais, voilà, lui était encore plus crispé, donc c'était absolument pas ça notre truc. Il nous fallait quelque chose qui nous réunisse autour du sujet qui nous fâchait. Et puis surtout une action concrète. tu as trouvé un coach. Ah, j'ai trouvé un coach, parce que le mindset, c'est bien sympa, mais ce qu'il faut à un moment, c'est de l'action pratique. Donc j'ai trouvé un coach qui nous a apporté justement cette action extrêmement pratique. Et ce qui a été fantastique, c'est qu'on a commencé à le faire tous les deux en tant que couple. Et moi, en parallèle, je l'ai fait aussi avec mon entreprise, en me disant, mais j'ai tout à apprendre, en fait. Je n'ai pas d'éducation financière. Je me débrouille. Enfin, j'ai une éducation technique d'avocate dans la finance, donc je peux gérer des millions, et dire aux clients ou comment enfin bon, financement de projet, ce qui n'a rien à voir avec les finances d'une Oui, maison personnel. personnelle. Ouais. Mais donc il a fallu que j'apprenne à trouver du plaisir dans le fait de regarder mes comptes, dans le fait de... Alors que j'ai aucun problème à parler argent, mais par contre, aller regarder mes comptes, ça m'ennuyait, ça me lassait, et puis quelque part, ça me faisait peur aussi, parce que ça montre ce que tu fais pas. Comment ça se passe, cet accompagnement ? Alors cet accompagnement, c'est très basique, dans le sens où c'est simple et pratique, et ça marche. On se retrouve, alors on a un peu changé de rythme maintenant, mais dans les premiers mois, où c'était vraiment sonnette d'alarme à tous les étages, on se retrouvait avec notre coach, donc Yann, mon mari, notre coach, et moi, on se retrouvait 3 fois par mois. On faisait une planification du mois à venir, les derniers jours du mois, en fait. Donc planification, c'est quoi les objectifs, les rentrées, les revenus, les sorties, voilà. Donc on a un tableau qui nous permet de réunir toutes ces informations. Et ce qui est encore mieux que le tableau, c'est qu'on a un agrégateur de comptes. Ce qui fait que les comptes de monsieur, les comptes de madame, le compte de monsieur, madame, tout est réuni. Donc on a une vue, en fait, à 360 degrés.
Sachant que si on veut se garder des petits comptes de côté, sur lesquels lui, ne veut pas que j'ai de visibilité ou moi, il y a pas de problème, hein, il y a pas, C'est possible aussi, OK. voilà, Ouais, ouais. exactement, c'est possible aussi. Mais l'idée, c'était quand même de nous sortir de notre marécage, de budget familial. Donc on a joué la carte de la transparence. Très Donc bien. on a mis nos comptes là et grâce à ce tableau qui reprend donc les résultats de l'agrégateur, plus nous les informations qu'on rentre en permanence, ça nous a permis de voir, mais au centime près, ce qu'on dépense, les impondérables, euh, et surtout ça nous a permis nous de fixer des objectifs communs pour notre vie, pour la qualité de vie aussi, le niveau de vie qu'on a. Et de se mettre d'accord sur les priorités. Et ça, c'est tellement simple de le faire quand on parle concrètement. C'est-à-dire, Oui. tu veux faire ça, ok, tu as besoin de combien pour ça? Et cet argent, tu vas le trouver comment? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier pour ça? C'est quoi les priorités? Et le fait de le faire 3 fois par mois, donc fin de mois pour planifier le prochain, début de mois pour bien tout accorder, mi-mois, et puis fin de mois à nouveau, on vérifie que tout a été fait comme prévu, et on commence à planifier celui d'après. En fait, finalement, tu as tout le temps le nez dedans, donc tu perds pas le fil. Donc, si je comprends bien, toutes les fins de mois, bon, tu regardes si tes dépenses du mois sont conformes à ce que tu avais prévu et tu Exactement. établis un budget pour le mois d'après. C'est Quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, d'accord. Et puis très vite, Et tu fais des arbitrages, en séance. c'est le mot. On fait les arbitrages, on voit là où il y a eu des mauvaises surprises, des bonnes surprises, des choses qu'on avait oubliées. De comptabiliser parce que ça tombe une fois par an et on oublie, ou parce que on avait oublié que c'était l'anniversaire d'un tel et qu'on avait envie de lui offrir une bonne bouteille. Enfin voilà. Donc et puis petit à petit. Alors au début c'était chaotique, hein, notre coach, mais il était d'une patience. Il était là. C'est quoi les 6,90 € et les 15 €? Je sais pas. Mais c'est que 6,90 €. On s'en fout. Ça c'était ce qui était sous-entendu dans ma tête. Sauf que quand tu as 6,90 € qui tombent tous les mois, et puis c'est pas qu'une fois, t'as plein Il y de a petites d'autres lignes. lignes. Ah oui, tiens, ça c'est l'assurance de mon téléphone d'il y a 3 ans que j'ai jamais annulé. Ah tiens, ça c'est l'abonnement machin que je reçois plus depuis 2 ans. Oh là là, ça a été un nettoyage, mais les 3 premiers mois, J'imagine. c'était pas agréable. On voyait déjà les résultats, mais c'était pas agréable. Et puis la routine s'installe. Et tout d'un coup, voilà, il y a plus ces petites dépenses, ces petites lignes, il y a plus ce côté fouillis. Ça devient très net. Et là, ça devient agréable en fait. C'est valorisant. Tu te prends à l'exercice. Tu deviens fier en fait. Oui, oui, bien sûr. Alors, ces 3 mois, c'est ce qu'il vous a fallu aussi, vous, pour avoir la même vision de votre budget de famille, ou ça a été plus court, plus Alors, long? on a eu de la chance, c'était plus court parce qu'en fait, notre vision, nous, on l'a depuis très longtemps. Et c'était juste le fait d'avoir un coup de stress ou le fait d'avoir des choses un peu complexes qui venaient se glisser dans notre belle vision, là, qui faisait qu'il y a eu tout d'un coup une dissonance. Mais donc, on s'est dit, mais en fait, si l'argent n'est plus un problème, notre vision, on la retrouve. On a tous les deux envie des mêmes choses, de choses en commun. Puis après, on a aussi chacun nos rêves personnels, bien sûr, et heureusement. Mais non, donc du coup, ça a été facile de se retrouver autour de ça. Et c'est là où je me Ouais, vous suis avez pu dit que vivre, ouais, oui, c'est ça, vivre votre vie, mais en s'adaptant avec la c'est réalité ça. du moment et puis en priorisant ce qu'il y avait à Et c'est prioriser. là où je me suis dit que finalement, ce dont on avait besoin, c'était bien du coaching financier et non pas une thérapie de couple, en tout cas à ce stade de notre vie. Donc voilà, on avait bien ciblé Tu avais bien finalement. visé le besoin, quoi. C'est Ouais, ça, bah, c'est c'est ça. essentiel, c'est Mais essentiel. les effets sont incroyables. Enfin, c'est la sérénité en fait que ça nous a apporté. Et puis maintenant, même les mois, enfin, comme on est tous les deux à notre compte, il y a des mois en effet un petit peu plus stressants. Ben, même là, le fait de pouvoir avoir on le sait, on l'a vu venir, on sait là où on peut couper, on sait là où. Donc c'est désagréable, mais c'est pas stressant. Bon, mais ça, c'est un très bon retour d'expérience. Est-ce que tu peux nous citer des postes de dépenses, du coup, que ça t'a aidé à réduire, ou des prises de conscience que tu as eues grâce à cette analyse de vos dépenses et de vos revenus? Alors, je pense que ce que ça nous a aidé à calmer, ça a été le poste de dépenses, pardon, achat habits pour les enfants. Ah, Où j'avais tendance à acheter trop et puis à me dire: «Bon, bah, c'est pas grave, ça servira à l'autre et tout», mais en fait, non. Il y avait les maintenant en plus ils les enfants, ils aiment bien choisir leurs propres habits, ils ont besoin d'assez peu de choses, donc j'ai arrêté de me faire plaisir, en fait, c'était ça, hein. Je me faisais plaisir en leur achetant des petits trucs super mignons. Ça, j'ai bien réduit et puis aussi, qu'est-ce qu'on a réduit? Heu
les achats de petites choses pour la maison. Des petites choses qui s'accumulent, les petits objets. Alors ça, c'était pas du tout mon mari, hein, c'était moi aussi. Je m'achetais plus trop de fringues moi, mais par contre c'était, le petit vase, le petit machin, la petite déco, en fait, on a un appartement, on peut pas pousser les murs, donc voilà, il y a pas besoin de plus. Ce qu'on a, on le valorise, quand on achète un truc qui nous fait vraiment plaisir et on le savoure d'autant plus. Voilà, en fait, c'est ça. On a arrêté les petites dépenses, satisfaction pour maintenant acheter les grandes dépenses plaisir, beaucoup plus rarement, mais plaisir beaucoup plus durable, quoi, pour le coup. Et ça t'a fait mal combien de temps de changer ces habitudes-là, toi? Alors moi, ça m'a fait mal même avant de commencer à changer. Le fait d'avoir quelqu'un, en plus un homme qui regarde mes comptes, alors là, Ouais, j'ai à me dire non mais et je l'avais dit à notre coach, j'avais dit: «Alors attention, quand tu me parleras, faudra pas me dire ce qu'il faut faire avec mon argent. Je ne veux pas avoir un sourcil qui se lève. Il faut que ça soit factuel. Je veux pas: "Ah mais c'est quoi Alexia cet argent?" Non, je veux pas de ça. Je veux pas qu'un pas de jugement. Je je ne veux pas que quelqu'un s'occupe de mon argent, je veux que quelqu'un m'aide à m'occuper moi de mon argent. Donc ça, c'était très important pour moi. C'était être autonome et C'est le principe du coach. c'est le principe du coach, mais j'étais à me dire: «Mais quand même, il va tout savoir, mais tous les mois, il sait ce que j'achète, combien je dépense à la pharmacie, le machin, le truc». C'est très intime, hein, quand même, le ligne par Tout à ligne, fait. d'un Ah compte ouais, en banque. oui, ça dit beaucoup de choses sur les Mais personnes, c'est sûr. bien sûr et hem et ça, il le fait remarquablement bien. Donc ça a fait mal le temps que la confiance, s'établisse, que je lui fasse totalement confiance et que aussi j'accepte le fait que mon conjoint, voit exactement ce que je dépense, pourquoi. Enfin, je veux pas parler pour lui, mais j'imagine aussi, vice versa. Et le fait d'avoir le regard de l'autre, bah, du coup, ça te calme bien aussi quand C'est sûr, tu t'autorégules un peu. tu t'autorégules. C'est ça. Ça, c'est très bénéfique. Aujourd'hui, c'est plus le même rythme, hein, si je comprends bien. Tu parlais de 3 séances par mois, au Voilà, démarrage. maintenant on tout à fait, maintenant on a bien pris le pli, et surtout mon conjoint a pu recommencer à travailler, donc ça, très bonne nouvelle. Et du coup maintenant on a une séance, par mois, histoire de à un moment on s'était dit: «Tiens, peut-être qu'on va arrêter, complètement» et en fait non, on s'est dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on arrêterait quelque chose qui marche si bien, qui nous est si bénéfique?» Et surtout, c'est bête à dire, mais si on n'a pas ce rendez-vous dans notre calendrier avec notre coach, ben nous, on va se dire: «Oui, oui, bien sûr, on va le faire», mais tous les 2, on est quand même très pris, on a pas mal de voyages, de déplacements, et ça va jamais être notre priorité finalement, sauf si on se l'impose et on n'a pas encore atteint ce degré de maturité de se dire: «Tiens, c'est une petite soirée sympa qu'on t'a», non, on n'en est pas encore là. Ouais, Donc ouais. on a gardé ce rythme de croisière et ce qui est parfait pour nous. Au moins, on sait qu'on n'y échappe pas, et on ne veut pas y échapper et notre coach nous connaît très, très bien, ça va vite, et voilà, c'est parfait. Tu dirais que c'est un investissement rentable? Ah oui, ah alors moi, en termes de sérénité et d'impact, oui, c'est très, très rentable. Enfin, je je vois pas ça comme une dépense, c'est vraiment un investissement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, bah, génial. Alors, est-ce que ça t'autorise, des nouveaux rêves, par exemple, ou on n'en est quand même pas là? J'ai jamais arrêté de rêver. C'est pas l'argent qui va nous arrêter de rêver. Des nouveaux? Oui, bah, heureusement. Alors ça, surtout en tant que futuriste, on rêve beaucoup, tu sais? Mais Oui. en fait, ça me permet de penser en termes plus concrets. C'est-à-dire que c'est plus juste du rêve, c'est juste une vision. Mais j'ai toujours eu un peu ce côté, ben, enfin voilà, si on a envie, on peut le faire. Côté enfant gâté, mais qui sert beaucoup dans la vie. Et voilà, donc là, je me dis: «Bon, bah, je vais peut-être même pouvoir faire ça un petit peu plus rapidement» ou en fait, ça me permet de rêver avec mon entreprise surtout. Parce que D'accord. Ah oui? c'est une entreprise, company of one, comme on dit en anglais, hein. Je suis solopreneur, c'est de l'entrepreneuriat de soi et j'aime beaucoup ce format, être seule. Mais pour grandir, pour faire grandir l'entreprise, bah, c'est pas évident. Comment tu fais pour scaler une entreprise quand c'est toi? Donc là, ça m'aide à réfléchir à différentes modalités, où mettre mon argent, où l'investir, et ça, c'est très, 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 c'est très puissant du coup de pouvoir faire ça. D'accord. Bah, non, c'est un beau retour d'expérience que tu nous fais.
Donc, merci. Tu recommandes ça à qui? À tout le monde? Tout le monde en a besoin? Pas tout le monde? Tu vois des cibles privilégiées? Alors, je le recommande déjà beaucoup autour de moi, hein, toujours avec ma grande gueule et ma facilité à parler, d'argent, si ce n'est à le gérer, mais en tout cas en parler. Je le recommande à beaucoup de couples qui justement sentent que l'argent devient source de tension et c'est souvent le cas quand on rajoute des enfants ou un achat immobilier, dans l'équation, bah, il y a pas de mystère, hein, c'est une source de stress. Enfin, il faut de l'argent pour le financer, donc il faut bien le trouver quelque part et le fait de pouvoir en parler de façon posée, concrète, le fait d'avoir une tierce personne aussi autour de la table, ça aide énormément. Ça dédramatise et ça aide à mettre en place une stratégie. Donc ça, vraiment, je le recommande aux couples qui sentent que l'argent est devenu une source de clash dans le couple. Ouais, ouais, ouais. Et je le recommande aux personnes, alors ce qui est vraiment le genre de personnes à qui je parle beaucoup, mais qui pensent se lancer, se mettre à leur compte, qui veulent quitter le salariat et se mettre à leur compte. Vraiment, ne pensez pas juste à l'argent, mais pensez de façon stratégique à comment gérer votre argent. Connaissez en fait vos comptes en banque comme le fond de votre poche. Donc, quelques mois avant de quitter le salariat, moi je vous recommanderais de faire ça pour vraiment arriver de façon complètement serein dans la phase de l'entrepreneuriat. Mais merci. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que donc toi-même tu es coach, mais donc tu vois tout l'intérêt de ton métier et tu le transfères dans cette dimension financière où tu as dit, ben moi aussi j'ai besoin d'être aidé. C'est pas parce que j'aide les autres que j'ai pas besoin d'être aidé. Ah ben, ne jamais croire un coach qui n'est pas aidé, c'est suspect. Oui, voilà, c'est ça. C'est suspect en effet. Et donc c'est vrai que c'est bien d'avoir transféré ça. Tu nous as parlé de tout ton parcours, donc jusqu'à aujourd'hui, où tu es entrepreneur, futuriste. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu imagines pour l'avenir, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu te vois faire dans 10 ans? Où tu te vois dans 10 ans? Comment ça se passe pour toi dans 10 ans? Merci, j'adore cette question. Alors écoute, moi dans 10 ans, en fait, je vis déjà un peu la vie de mes rêves, hein, quand même. C'est quand même très agréable. Donc, dans 10 ans, c'est la même chose, mais avec le volume à fond. C'est-à-dire que c'est pas juste D'accord. la vie de mes rêves actuelle où c'est très agréable, mais j'ose pas trop mettre le volume. Là, c'est j'augmente tout. Moi, c'est une vie qui est faite avec des gens que j'aime. C'est ça le plus important pour moi. C'est pouvoir passer du temps de qualité avec les gens qui sont importants pour moi. Et un gros kiff, ça serait de pouvoir accueillir ces gens chez moi, d'ouvrir grand les portes, non pas de notre appartement parisien, mais d'une maison complètement folle qu'on construirait. Ça sera un rêve architectural, complètement une maison énergétiquement neutre, dans le Haut-Jura, loin de tout, sauf de la nature. Et les gens viendraient et on passerait des moments incroyables. Enfin voilà, ça serait ça, c'est réunir les gens et continuer à faire ce que j'aime et d'en vivre. Et pouvoir investir aussi, investir de l'argent chez les autres. Ça, c'est très important pour moi. Mettre Alors, l'argent où chez il voit les de la autres, valeur. c'est-à-dire? Dans les entreprises d'autres personnes. Parce que je vois qu'il y a une vision, parce que je vois qu'il y a un projet magnifique. Et c'est pas en tant que VC, hein, c'est vraiment plutôt du financement à impact, moi, que j'ai envie de faire, de l'investissement à impact. C'est porter des projets qui, je sais, vont pouvoir aider de façon positive le développement de choses qui sont très importantes à mes yeux et je sais pour la suite de l'aventure de la race humaine et de notre planète. Et si j'ai de l'argent, enfin pour moi l'argent c'est très simple, c'est un amplificateur de valeur. Donc Amplificateur de valeur. plus je vais pouvoir faire ce qui est important pour moi et ce qui a de la valeur à mes yeux. Et voilà, nous on sera tranquille. Enfin voilà. Donc si je peux faire Bill Gates à ma propre échelle, j'adorerais Ouais, pouvoir tu le faire ça. feras. Mais bien sûr, bien sûr. Ben, c'est génial. Alors, moi, je m'y vois déjà dans ta maison au Ah mais Jura. Xavier, quand tu veux. Et est-ce que tu peux nous dire pour ce projet-là, et puis le deuxième, d'investir dans des causes et des entreprises qui servent des causes importantes pour toi, est-ce que d'ores et déjà, tu as une stratégie d'épargne, tu as une stratégie pour investir, tu as quelque chose ou c'est encore trop tôt? Alors, c'est juste entre les deux. C'est encore trop tôt pour que... Alors, j'ai commencé
à investir un petit peu dans une entreprise en Afrique du Sud, mais c'était des petits tickets, c'était 5 000 € par ici, 5 000 € par là, que j'avais investi alors chez Lita, je ne sais pas si je peux le citer, mais voilà, parce que je voulais m'essayer à ça. Et, euh, et en fait, j'ai tout perdu, hein, ce que j'avais investi chez Lita, mais j'ai kiffé l'exercice. Et du coup, je me dis, et parce que j'avais mal choisi, enfin, j'avais mal choisi, j'avais choisi avec conscience des projets que j'avais envie de soutenir, et évidemment, je connaissais bien les risques, et ça ne me pose aucun problème. Donc, je me dis, OK, du coup, je suis prête à faire ça à plus grande échelle. Donc Ouais, voilà, d'accord. mais j'ai pas encore assez pour investir avec mon entreprise, mais c'est mon projet pour 2024. Donc là, je suis en train de m'éduquer justement pour comprendre comment investir, comment bien investir avec intelligence, pour encore une fois que ça soit pas mon banquier qui mette l'argent là où il me dit d'investir, mais que ça soit moi qui Là où il puisse, veut. voilà, là où il veut. Et là où sur des comptes qui n'ont pas du tout les valeurs que moi je veux soutenir, là aussi je vais être aux manettes. Donc pour être aux manettes, faut s'éduquer. Donc là, phase éducative. Je suis de retour sur les bancs de l'école. Tu as commencé le chemin. Tout à fait, tout à fait. Et l'objectif, c'est de recommencer en 2024, à pouvoir mettre à nouveau de l'argent dans ce genre d'investissement. Et la maison dans le Haut-Jura, donc c'est Dès que j'ai en trouvé le remplacement terrain. de l'appartement à Paris? Non, non, non. Écoute, est-ce que j'ose le dire? J'adore vivre à Paris. Mais j'adore Bien sûr aussi, qu'il faut oser. j'adore aussi d'autres endroits. Et le Haut-Jura, c'est sublime. J'ai des parents jurassiens, c'est pour ça. Donc, Alors c'est où le Haut-Jura? le Haut-Jura, c'est à la frontière avec la Suisse, vers Genève, Lausanne. Beaucoup de personnes connaissent les Rousses, les Lex. C'est les stations de ski. Voilà, c'est la moyenne montagne. Je suis allé snowboarder à l'Elex-le-Crozet. Voilà. Et c'est vrai qu'en termes de vue sur le lac Léman puis les Alpes derrière, c'était T'as été au col splendide. de la Faucille, t'as été là-bas, c'est magnifique. Et voilà. Et moi, c'est un lieu que j'aime avec passion. Et j'ai très envie aussi de faire partie de la réinvention de l'économie de montagne. Enfin de la vie à la montagne, et avec des projets intelligents. Ouais. Il y a du travail, il y a des... et donc j'ai envie de voir ce que je peux faire. Donc le jour où je trouverai le terrain, et comme on n'est pas loin de la Suisse, il faut aussi dire le jour où je pourrai financer le terrain que j'aurai trouvé. Merci beaucoup Alexia. Merci Xavier. Quel mot de la fin pour nos auditeurs qui parfois ne savent pas trop ce qu'ils veulent dans la vie, ne savent pas trop quelles sont leurs priorités, ne savent pas trop comment les financer? Oula, attends, c'est trois sujets très différents. Ouais, ça fait beaucoup à la fois. Hein. C'est vrai que là, j'y vais fort. J'y vais fort pour la fin, en plus, un peu rude. Alors déjà, autorisez-vous à rêver. Hein. C'est pas parce que vous êtes des adultes que vous n'avez pas le droit de rêver, et c'est pas parce que vous rêvez grand que vous allez vous faire du mal. Au contraire, vos rêves disent beaucoup sur vos valeurs. Donc, mais ayez vos rêves à vous. Copiez pas les rêves des autres. Vos rêves à vous. Passez du temps à les savourer. C'est surtout ça qui est important. Merci beaucoup Alexia. Merci Xavier pour cette conversation, c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir ce genre de dialogue. À bientôt peut-être, au revoir. À bientôt, au revoir tout le monde. Pour vous donner les moyens d'oser votre vie, rendez-vous sur financersavie.com. En cliquant sur Rejoignez-nous, vous accéderez à l'espace membre. Vous y trouverez le guide de 14 pages pour clarifier votre projet de vie et le transformer en réalité, les outils pratiques pour suivre et évaluer facilement vos finances personnelles. Vous recevrez notre newsletter avec les articles du blog en avant-première et tous les trucs et astuces pour oser une vie plus riche.